Alors, effectivement, j'ai un tout petit peu retravaillé le titre pour vous parler de la question des formats aujourd'hui. Alors, depuis plusieurs années, on observe à la télévision publique française une dichotomie entre, d'une part, une forme de recyclage des programmes à l'antenne et une volonté d'investir les plateformes, je mets plateforme entre guillemets pour l'instant, pour, entre autres, conquérir de nouveaux publics. Alors, lesquels nouveaux publics concrètement, y a déjà cette envie de faire en sorte que les plus jeunes qui se désintéresseraient de l'antenne reviennent à l'antenne. Je dis bien se désintéresseraient au conditionnel, parce qu'on a bien vu pendant les confinements, au printemps 2020 notamment, que regarder les informations à la télévision connaît un essor chez les plus jeunes. Je cite ici le rapport de Jonchery et Lombardo. Et puis, depuis quelques années également, on constate ce phénomène de reprise des formats sur les antennes linéaires, comme je le disais, qui recyclent des émissions d'antan, par exemple Le Comte Échiquier, C'est pas sorcier, La Starac, etc. Et puis aussi, à côté, des marques qui arrivent, par exemple Lumni, Culture Prime, Culture Box, tout un tas comme ça de dispositifs numériques dont je vais vous parler. Je vais essayer de les expliciter un petit peu au fur et à mesure. En tous les cas, réexaminer cette offre qui est proposée par le groupe français, France Télévisions, donc le groupe audiovisuel public, au sein d'un nouvel ensemble médiatique dans lequel il va composer désormais à la fois avec une antenne linéaire et des propositions en ligne, me semble très intéressant. Autrement dit, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de traiter des mutations des écritures de la télévision publique française et apporter un éclairage sur ce mouvement qui est effectué par les médias traditionnels audiovisuels vers des espaces en ligne et plus particulièrement sur le développement de nouveaux formats. Alors, au tout début, on constatait cette place grandissante qui était occupée par Internet dans les foyers. On se disait, ah oui, les médias historiques, les entreprises de presse, les groupes audiovisuels commencent à développer leur présence sur le web déjà en développant, en alimentant simplement un site Internet. Et puis, on a vu ensuite, dans la grande tradition du croisement des genres audiovisuels, que certains genres, justement, étaient spécialement conçus pour le web, comme le web documentaire. Donc mon exploration, elle ne constitue pas du tout un panorama exhaustif. Elle est vraiment basée sur des exemples singuliers que j'ai pu développer au cours de ces dernières années. Et elle consiste vraiment à essayer de travailler sur ce renouvellement des écritures médiatiques dans lequel s'engagent les vieux médias, je mets ça entre guillemets bien sûr, comme la télévision depuis le mi-temps des années 2010, quoi. Et mon but ici est vraiment d'illustrer mon propos par des stratégies déployées par France Télévisions. Alors, je m'inscris vraiment dans les réflexions qui sont menées, entre autres, autour des spécificités du service public audiovisuel, des mutations des médias traditionnels pour étudier les liens qu'ils vont entretenir avec les plateformes, et examiner ce retravail des formats de la télévision. Ma proposition, elle entend finalement amorcer une réflexion que je souhaite étoffer sur la notion de format médiatique. Alors j'espère vraiment que les exemples ne paraîtront pas trop anecdotiques. Je mets ce petit bémol dans ma communication. J'espère que ça ne paraîtra pas anecdotique. Alors le plan, j'espère que j'arriverai au bout de ça. Je commencerai par faire un petit mot sur cette notion très labile de format. Ensuite, aborder la question des nouvelles écritures audiovisuelles à France Télévisions. Ensuite, pardon, j'ai fait une bêtise. Est-ce qu'on nous entend? On est sur Zoom, personne n'entend rien. Si jamais mince. on nous entend, nous, le public. Merci. Oui. Mais oui, bonjour Katharina. Évidemment, c'était muet. Est-ce que c'est mieux là? Oui, là, on vous entend, merci. Ok. Bon, j'en suis au plan. Du coup, je commencerai par la notion un peu labile de format, ensuite les nouvelles écritures audiovisuelles à France Télé, et puis ce travail, cette circulation finalement entre des logiques linéaires qui sont observées sur le web et côté antenne, une appropriation des codes qui viennent plutôt des médias sociaux. Alors, mince. Pardon. J'avance plus. J'espère que ça va. Donc sur cette notion un peu labile, finalement, on a plein de termes comme ça, forme, format, genre, concept, voire même contenu. Ce sont des notions qui sont polysémiques, qui sont issues de la culture professionnelle, Et bien souvent, on cherche, nous, en tant que chercheurs, chercheuses, à les déconstruire. Elles sont au cœur de mes réflexions actuelles, mais aussi à venir. Et plus précisément celle de format médiatique. Alors je vous ai fait un petit assemblage, un petit patchwork là, de quelques définitions qu'on peut trouver autour de la notion de format. Déjà, Guillaume Soulès, lui, il va rappeler que ce format, c'est vraiment
avant tout une standardisation de forme et d'enjeux documentaires. La notion de format avait un double sens, technique ou commercial. Il renvoie aussi à une formule d'émission déclinable telle qu'on pouvait la trouver sur le marché international des programmes. Pour Marie-France Champbauillon, ici présente, s'agissant de la télévision, le format, c'est l'outil idéal de la standardisation et de la normalisation des activités audiovisuelles. Donc finalement, si certains dispositifs que je vais vous présenter pourraient à d'autres égards être appréhendés comme des genres aussi, là, ce que je retiens, c'est vraiment cette idée de mise en forme du contenu attaché à la conception du format pour chercher à comprendre comment les médias traditionnels vont réinventer ce rapport à l'information, ce rapport à la culture, ce rapport à la fiction également. Et finalement, se saisir de nouveaux formats répond souvent à une forme d'injonction. Alors d'injonction à quoi? À la modernisation des médias et puis des services publics plus largement, comme celui de l'audiovisuel. Une injonction à séduire des publics jeunes, une injonction à la participation, une injonction au numérique. Donc finalement, avec ces exemples, je vais vraiment tenter de montrer comment on repense les façons de livrer l'information, la fiction, le jeu, etc. Alors, étant donné aussi ce caractère un peu synthèse de cette communication, je ne m'attarderai pas du tout sur les outils méthodologiques que je mets en place, finalement, pour appréhender chacun des dispositifs numériques. Mon approche, voilà, je vous livre juste mon approche globale. L'idée, c'est de saisir différents enjeux autour de cette question du retravail des formats. Or, les écritures, elles dépendent nécessairement des conditions d'écriture et de fait, l'étude de la forme, donc l'approche sémiologique a priori, elle ne peut pas être appréhendée sans s'intéresser aux conditions de production de ces écritures, aux enjeux économiques, aux enjeux politiques, aux enjeux en termes d'identité professionnelle, aux conditions de production technique, aux questions de diffusion, de réception, aux effets d'industrialisation des formats, etc., etc. Autrement dit, on pourrait dire que je me situe dans une perspective socio-sémiotique telle qu'elle a pu être déployée par Alexandra Samer et Nolwenn Triondard assez récemment, ou un peu plus loin, la sémiopragmatique de Roger Audin. Cette appréhension du format, qui est prise dans une globalité des enjeux communicationnels, finalement, elle corrobore une définition du terme qui est proposée par Yves Jeanneret et Valérie Patrin-Leclerc en 2016, que vous avez ici, que je vous lis parce que je la trouve éclairante. Le format évoque d'abord l'efficience parce qu'il est le fruit d'une rationalisation technique et dans bien des cas d'une industrialisation. Il est du côté de ce qu'on appelle aujourd'hui l'optimisation technique des formes, leur process, de manière moins spectaculaire mais non moins structurante. Il engendre et exploite une familiarité. Un format n'est pas seulement une forme, c'est une forme qui se répète, se reproduit, se reconnaît, autre façon de dire qu'il est indissociable de son appropriation sociale. C'est vraiment pour le coup une définition qui me parle beaucoup. Je passe au grand 2 activement et avec ce point finalement qui est assez évident dès lors que l'on approche l'idée de format, c'est vraiment celui d'un travail autour des nouvelles écritures audiovisuelles. Je vois qu'il y a des commentaires, du coup je me permets de voir si on entend. Ah, c'est bon, ok. Donc ces dernières années, elles ont vraiment marqué pour France Télévisions un élan créatif dans la même lignée qu'Arte, autour de ce qui a été précisément nommé les nouvelles écritures. Et ces deux acteurs publics ont été, depuis 2010 à peu près, les plus productifs en France en termes de production de dispositifs dits transmédia pour la télévision, qui vont prolonger les univers fictionnels diffusés à l'antenne sous forme de web-séries, de création documentaire, de fiction dite interactive pour le web, etc., etc. Il y a une succession finalement de structures institutionnelles qui s'est mise en place au sein de France Télévisions pour répondre aux enjeux des contrats d'objectifs et de moyens, dont vous ne voyez pas du tout ici, mais maintenant oui. Donc vous voyez ici quelques enjeux, je vous laisse les lire, mais c'est un peu tout le temps, sur 2011-2020, c'est un peu les mêmes enjeux, cette idée d'étendre l'offre délinéarisée, d'offrir un service un service public des programmes de France Télévisions qui se base sur une stratégie d'innovation tournée vers le numérique, etc. Donc à France Télévisions, cette stratégie, elle s'est donc jouée dans des attachements institutionnels multiples. D'abord, la direction des nouvelles écritures dès 2011 qui affirmait cette volonté d'agir comme un laboratoire de fiction, pour reprendre leurs termes. Donc cette métaphore du laboratoire, elle est évidemment intéressante. Elle invite à penser en des termes d'innovation professionnelle, d'innovation audiovisuelle, d'innovation technologique également.
Donc c'est une forme aussi où on va, voilà, c'est une entité où on va explorer des formes de création, d'organisation, de production différentes. Et puis cette même entité va développer 4 ans plus tard autre chose autour cette fois de la non-fiction et des programmes courts qui vont être dédiés au réel. Donc c'était à l'époque IRL, la plateforme numérique s'appelait IRL. Et puis 2 ans plus tard, arrive le Media Lab de France Télévisions qui ici est vraiment dédié à la VR. 1 an plus tard, on a France Télé Lab qui reprend un petit peu ce que la direction des nouvelles écritures et du transmédia faisait, autour de l'intelligence artificielle notamment, avec cette idée de passer par les startups, l'intrapreneuriat, les expériences immersives, tout ça sont les mots évidemment du groupe. Donc vous l'avez compris, je peux ici pas du tout rentrer dans les détails des projets numériques en question plus précisément, 1 parce que ils sont nombreux et 2 parce que j'ai pas trop le temps. Mais en tous les cas, on voit bien une volonté de la télévision publique de constituer une forme de pépinière créative. Et depuis 2018, le groupe développe, après ça, sa présence sur les réseaux sociaux numériques. Moi, je me suis particulièrement intéressée à un projet de média dissocial qui s'appelle Culture Prime et qui était en fait développé par l'ensemble des entités du service audiovisuel public, donc cette idée d'un ensemble d'acteurs de l'audiovisuel public qui agissent par le biais d'un réseau de coopération autour de formats courts audiovisuels qui sont au départ diffusés sur Facebook et ensuite qui se sont déployés au sein d'autres réseaux sociaux. Mais dans tous les cas, avec ce petit projet et cette volonté d'être sur les réseaux sociaux numériques, ici sur l'aspect, la thématique culturelle, il y a vraiment une volonté de l'audiovisuel public à occuper le terrain numérique, à tenir des positions face aux productions de Brut, de Combini, du Loopsider, etc. Et puis aussi évidemment avoir un poids face au rôle des autres plateformes numériques qui ouvrent la voie évidemment aux mutations à venir. Alors, je ne vais pas vous raconter comment ça fonctionne, mais en gros, c'est un système de cross-postage qui fait que France Télévisions, pour poster ces petites capsules audiovisuelles culturelles, en fait, ont été obligés de créer une page Facebook spécifique parce qu'ils n'en avaient pas. Donc, c'est quand même assez drôle qu'en 2018, France Télé crée une page Facebook pour les contenus culturels. Et finalement, si tous ces discours d'escorte, donc documents de communication, paroles d'acteurs, etc., conduisent à une justification permanente de la présence en ligne de France Télévisions, moi, ce que je constate au final, c'est qu'il y a une forme d'éclatement des attachements institutionnels de chacun de ces dispositifs numériques. Et finalement, donc, il y a la direction de la culture, la direction du numérique, la direction des innovations technologiques qui sont mises en jeu. Finalement, cette diversité, elle m'amènerait un peu à penser un manque de coordination stratégique qui, à mon sens, est un peu lié aux mutations organisationnelles du groupe. J'en viens au point numéro 3, autour de la permanence de logique linéaire qu'on observe sur le web depuis quelques années. Il y a vraiment cette idée du fait que malgré cette dynamique créative, dans les dispositifs numériques, les emprunts aux logiques télévisuelles, aux logiques linéaires, sont très présentes. Alors ça nuance évidemment assez fortement cette idée d'innovation qui était très présente dans cette idée de nouvelles écritures. Il me semble que la perspective intermédiaire, elle est intéressante aussi à mobiliser et à creuser. Très clairement, je vais aller un peu vite. Hop. Ouais, j'ai 7 minutes, mais je sais ce qui m'attend derrière. Donc on a d'abord cette idée de politique de circulation entre l'antenne et le web qui est très présente au sein de France Télévisions, avec d'abord une multiplication des usages médiatiques des programmes. Donc, on a différents points de circulation des contenus de France Télévisions entre les antennes, entre les dispositifs numériques, et ça a évidemment pour effet de multiplier des usages médiatiques des programmes. Alors, je ne vais pas en citer énormément, je vais juste citer ce petit portail des mots de minuit qui était une vieille émission qui était produite en interne par France Télévisions pendant 14 ans, si je ne me trompe pas, qui a été virée de l'antenne il y a quelques années et qui a retrouvé vie en fait sur un portail culturel qui était dédié à la culture, qui s'appelait Culture Box, donc ce magazine culturel qui était animé par Philippe Lefay, s'est retrouvé dans une plateforme plus grande. Alors je mets plateforme encore une fois avec des guillemets, dans un portail plus grand qui s'appelait Culture Box.
Donc ça, c'est intéressant parce qu'au sein de ce magazine en ligne, de ce nouveau magazine en ligne, finalement, on avait la mémoire des mots de minuit qui était très présente et finalement des séquences qui passaient à la télévision qu'on voit de nouveau, donc une forme de refonctionnalisation d'un même contenu qui réapparaît comme ça par le biais d'Internet. Donc il y a cette valorisation d'une culture télévisuelle qui est archivée finalement sur ce portail numérique de France Télévisions qui ici était consacré complètement à la culture. Je reprends aussi mon petit exemple de Culture Prime qui est investi par l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel public. Ici, c'est intéressant parce que le web sert vraiment d'alibi aux dirigeants pour soutenir à bas coût finalement et avec pas beaucoup d'inventivité, une offre en ligne. Alors, c'est intéressant parce que France Télévisions, ici, a une politique qui n'est pas forcément celle de Radio France, par exemple, qui est dans ce projet. France Télévisions, les collaborateurs qui travaillent sur Culture Prime, du coup, donc de France Télévisions, vont vraiment se saisir de ce petit dispositif pour faire de la promotion, finalement, des programmes qui passent à l'antenne. Et du coup, voilà, ça crée des tensions entre les différents acteurs qui ne perçoivent pas ce dispositif comme nécessairement un lieu de promotion. Mais Radio France, voilà, ce n'est pas du tout le même enjeu. Et par ailleurs, il y a aussi cette réflexion autour de comment on fait culture commune dès lors que nous sommes 6 entités du service audiovisuel public et qu'on a tous nos spécificités et qu'on appréhende tous la culture d'une certaine manière. Je passe à cette idée de formats qui sont inscrits également dans des reprises médiatiques désormais. Et j'ai sauté plein de trucs, mais bon, j'espère que ça sera quand même assez lisible. On voit qu'il y a des logiques d'antenne qui perdurent, qui sont toujours extrêmement présentes. D'abord, la majeure partie des dispositifs, que ce soit Culture Box, dont je vous ai un petit peu parlé, Culture Prime, des mots de minuit, reprend l'idée du rendez-vous télévisuel et conduit une programmation qui est régulière, qui est diversifiée et qui est toujours très ancrée dans ces logiques télévisuelles. Alors, c'est rigolo parce que dans les entretiens que j'ai pu mener, par exemple avec Philippe Lefebvre, qui est donc le présentateur de Des mots de minuit, il y a toujours ce champ lexical du linéaire qui intervient pour qualifier la version en ligne. Alors, je cite juste quelques mots. Il dit par exemple « Des mots de minuit, c'est un magazine d'une plateforme culturelle. Je pense que fondamentalement, rien n'a changé parce qu'on fait toujours le même métier. Après, effectivement, il faut s'adapter à un outil, mais on fait le même métier, c'est assez proche, on produit de la vidéo. » Voilà. Et par ailleurs, le rapport à l'actualité ici est vraiment dans l'idée d'un rapport temporel qui est extrêmement basé sur le flux d'informations, comme à la télévision, basé sur l'actualité. C'est pas très clair ce que je dis, pardon. Et enfin, juste pour terminer sur ce point, les médias traditionnels se tournent de plus en plus également vers les médias sociaux pour étendre les espaces de diffusion, évidemment, et notamment Twitch. Et ça, c'est très intéressant de regarder un peu ce qui se passe sur Twitch. Et ça a déjà été beaucoup exploré par les chercheurs. Mais on voit que des journalistes de France Télévisions, comme Samuel Etienne, investissent cet espace numérique. Il va lire la presse le matin pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne. Et c'est étonnant de regarder un petit peu comment Twitch se présente. En fait, il se présente comme ils indiquent une volonté d'interactivité avec les usagers. Dans la rubrique à propos, on peut lire « On vous a gardé une place au chaud dans le chat ». Donc finalement, cette plateforme n'en demeure pas moins une plateforme avec une forte dimension visuelle, organisée en chaîne, qui diffuse comme un flux médiatique pendant plusieurs heures. Pareil pour Instagram, mais je passe là-dessus. Donc finalement, dans la perspective d'être très présent sur les médias sociaux et tout en s'adaptant aux nouvelles modalités de consommation des contenus audiovisuels, ces vieux médias, et notamment la télévision, seraient donc amenés à réinventer une linéarité qui les constitue. Et il me semble que ça, on l'observe assez régulièrement finalement, dès lors que ces fonctionnements traditionnels, il me semble qu'on les observe assez facilement dès lors qu'on essaye de voir comment l'audiovisuel public va sur le web. Et il me semble que c'est pris vraiment dans des généalogies médiatiques et que ça renvoie entre autres à ce que Vincent Bullich et Benoît Lafont nommaient le devenir média des plateformes. Alors justement, ce terme de plateforme qui est au cœur de ce colloque, il me semblait intéressant aussi de voir comment on pouvait l'appréhender en 30 secondes.
Donc je vais aller très vite et je ne vais pas lire cette définition. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de constater que ce soit Culture Box, Culture Prime, des mots de minuit, à chaque fois, les acteurs le nomment comme une plateforme culturelle. Alors moi, ça m'interroge un peu, hein, cette acception très commune du terme qui désigne un dispositif numérique sur Internet. Je voudrais donc revenir très rapidement sur cette notion qui donc est au cœur de nos échanges. Hein. Et je suivrai la différenciation qu'observent Vincent Bulich et Thomas Quignard dès 2013, merci, entre plateforme et portail, et qui énonce finalement que la forme du portail web, à l'inverse de la plateforme, se caractérise par une forte éditorialisation du contenu qui est guidée par une ligne éditoriale déployée en amont. Donc, finalement, qu'il s'agisse de Culture Box ou encore de la version en ligne des mots de minuit, ils présentent vraiment des caractéristiques qui seraient de l'ordre du portail numérique et qui entraîneraient, et ça je vous montre juste une petite image et vous allez me croire sur parole, la reconduite d'un format du magazine culturel sur le web. Alors là, j'ai juste mis en avant les logiques architectuelles qui font Culture Box et je les ai comparées à Télérama et je me suis bien rendu compte qu'effectivement, on était dans des formes qui reprenaient le magazine culturel. Et je saute toute une partie pour faire une conclusion qui en fait est mon point 4, autour de l'appropriation quand même des codes des réseaux sociaux numériques à l'antenne. Finalement, c'est un peu le tout dernier point qui est clairement à étoffer autour de l'appropriation, cette fois, des codes des médias sociaux à l'antenne, et ce phénomène de circulation qui s'observe également un peu dans l'autre sens. Et c'est toujours dans cette stratégie de modernisation du média, il me semble, de maintenir une audience aussi, d'attirer des nouveaux publics autour de la programmation linéaire, que France Télévisions va s'attacher à proposer de nouvelles émissions et de nouveaux formats, a priori, qui reprennent des séquences qui sont très présentes sur les réseaux. Du coup, juste avant d'arriver à Montréal, je me suis regardé cette émission, cette interview, l'interview face cachée de Thomas Pesquet sur France 2 par Hugo Travers, qui était il y a à peine une semaine. Donc, je ne citerai que cet exemple. Hein. C'est intéressant parce que évidemment, Hugo Travers, absolu fan des réseaux sociaux, hein, je ne vais pas détailler. Les discours d'escorte de la chaîne font la promesse d'un rendez-vous événementiel, d'une réinvention de l'interview, à la fois ludique et intense, ce qui permettra de découvrir un invité de premier plan sous un nouveau jour. L'objectif, surprendre l'invité pour obtenir des réponses inattendues. Comment vous dire que ce qui a été dit a été déjà dit ailleurs, enfin à peu près, quoi. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a une multiplication de séquences qui empruntent aux réseaux sociaux numériques, à des dispositifs de médiation numérique. Par exemple, vous le voyez sur l'image 2, l'usage du smartphone et puis des publics dont on ne sait absolument pas qui c'est, hein, ces gens qui laissent des vocaux à Thomas Pesquet pour lui poser des questions, une table multitouch qu'on voit un petit peu là, qui permet d'inscrire l'interview dans une forme assez ludique. On a le format ou la séquence « j'emmène quoi dans mon sac pour aller sur l'ISS ?» qui, selon Hugo décrite, est une séquence qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, donc il le précise, hein, évidemment. Voilà, donc on s'appuie ici sur des références culturelles partagées, bien sûr. Et le présentateur, Hugo Travers, dit qu'il est ravi d'avancer avec France Télévisions sur ce format. Il dit « Nous unissons nos forces dans le cadre d'un dispositif télé-web inédit ». Donc format inédit, alors qu'en fait, un certain nombre d'aspects de l'interview me conduit clairement à constater qu'il y a un emprunt à la télévision des années 80-90 très fort, et j'arrête là-dessus après, promis. Par exemple, vous voyez sur la dernière image l'arrivée surprise du prof de maths de terminale de Thomas Pesquet. Bon, là, on est en plein dans Sacrée Soirée. On a la découverte des coulisses de l'accueil quand Hugo accueille Thomas Pesquet. Il lui explique le format de l'interview pendant qu'il est en train de se faire maquiller. Donc on a vraiment... Et puis à la fin, on a le débriefing de l'émission qui évidemment participe du dispositif. Hein. Donc là, je pensais aux travaux d'Elena Mouratidou sur notamment les coulisses de Ce soir ou jamais. Bref, cet affichage de caractère très inédit de l'interview promet une modernisation du contenu télévisuel, s'inscrit, me semble-t-il, en réalité, on en discutait, hein, dans certains genres pré-médiatiques, notamment les jeux de devinettes, hein, qui... sont à un moment donné dans une des séquences. Je ne rentre évidemment pas dans le contenu de l'interview, hein, mais voilà, on trouve toutes les réponses dans d'autres interviews, genre C'est à vous par exemple. Voilà. Et puis ce qui m'intéresse, et ça sera mon mot de fin, c'est aussi ces séquençages d'émissions qui, me semble-t-il, comme l'émission d'actualité quotidien, qui, me semble-t-il, change un peu de formule aujourd'hui pour coller aussi au replay et coller au séquençage des replays, notamment pour répondre aux enjeux publicitaires. Et aujourd'hui, dans Quotidien, si vous observez un peu, on change de séquence à peu près toutes les 10 minutes et quand vous regardez le replay, on comprend un peu pourquoi. Je m'arrête là-dessus et je ne fais pas ma conclusion. Merci.